Voilà, du coup, avant de démarrer sur le cœur des échanges, je vais juste donner la parole à Claire, donc qui est médiatrice culturelle chez Tenk, pour qu'elle nous présente, parce que du coup, ce ciné-canap, il est en partenariat avec Tenk, et donc pour qu'elle nous présente le partenariat et Tenk en quelques mots. Donc Claire, à toi de jouer. Merci beaucoup Anouk. Bonsoir à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de monde pour ce ciné-canap. Donc voilà, comme le disait Anouk, je suis médiatrice culturelle chez Tank, tout fraîchement arrivée. Et donc pour vous parler rapidement de ce qu'est Tank, donc c'est une plateforme de diffusion en ligne qui est dédiée aux documentaires d'auteurs. Et tous les films qu'on propose sont disponibles en streaming pendant 2 mois, donc sur tank.fr. Et au total, ça donne accès en permanence à environ 70 films et qui sont renouvelés toutes les semaines. Et en plus de ça, on a un catalogue de plus de 1000 films en location à 2 euros. La Fédération des centres sociaux de France et Tank, on est en partenariat depuis 2017. Et en fait, grâce à ce partenariat, tous les centres sociaux adhérents à une fédération peuvent organiser gratuitement et librement une projection publique des films qu'on sélectionne spécialement pour le réseau. Et donc cette sélection de films, vous pouvez la retrouver grâce à des lettres qu'on envoie normalement mensuellement à chaque centre social. Et peut-être que vous avez vu depuis peu, on a une nouvelle formule voilà, pour essayer de s'adapter un peu à vos besoins et vos envies. Et en fait, on propose donc 5 films qui sont disponibles librement et gratuitement pendant 6 mois, donc là en l'occurrence de janvier à juin. Et tous les mois, on fera une lettre de présentation qui sera un petit peu plus poussée sur chaque film et en même temps pour proposer des pistes de discussion à avoir entre vous. J'en profite juste pour glisser le fait qu'on aimerait beaucoup avoir des retours de votre part sur à la fois votre utilisation de Tank et vos pratiques de visionnage. Et du coup, on serait vraiment ravis de recevoir par exemple des photos si vous organisez des projections ou voilà, même des suggestions, des questions, des retours vraiment de toutes sortes pour qu'on puisse toujours aller vers quelque chose de mieux pour ce partenariat. Mais on vous fera une lettre un petit peu plus claire prochainement pour que ça soit, voilà, que vous ayez l'adresse à laquelle nous communique et tout ça. Donc voilà, donc c'est le premier ciné-canap auquel je participe, donc j'ai vraiment hâte de voir un peu comment ça va se dérouler et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci Claire pour cette présentation de Tank. Je vous propose en fait de commencer par lire le texte que Éléonore, donc du coup la réalisatrice d'Espace, nous a envoyé pour présenter son film qui revient un peu sur la genèse. Du coup voilà, on n'a pas Éléonore en présentiel, mais on a un petit texte que je vais vous lire, donc je me fais sa porte-voix. Bonjour, je vous écris cette lettre pour vous saluer et être par ces mots un peu avec vous. J'espère que ces 2 films programmés, Espace et Histoire d'entrejambe, vous ont interpellé d'une manière ou d'une autre. Si vous avez vu le film Espace, je propose de vous raconter un peu de sa genèse et de sa fabrication. Je dirais que c'est pour moi un film qui a surgi, dont le travail a d'abord été d'écouter la parole de cette petite fille, puis de capter cette parole en tentant particulièrement d'intervenir le moins possible. J'ai eu la sensation dans un premier temps de filmer en apnée. Et si j'ai décidé de filmer ce propos, c'est parce qu'il m'a semblé que cela ne parlait pas seulement de cours d'école, mais aussi de société et de rapport à l'espace public. C'est pour cela que je n'ai pas appelé ce film école ou cours, mais espace, afin de proposer de le regarder dans cette perspective, même si le terrain dont on parle compte bien évidemment. Au moment de filmer, j'aurais aimé faire ce qui s'appelle un plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas du tout de coupure, donc pas de montage, afin que l'on soit uniquement dans le rythme de la parole de l'enfant. Cela a fonctionné pendant les 7 premières minutes, la première partie du court-métrage. Puis la petite fille a eu un moment de doute sur ce que nous étions en train de faire. Soudain, ça lui semblait un peu ridicule. C'est sûr que ce n'est pas facile d'être filmé comme ça de manière frontale. Heureusement, la feuille de papier a aidé parce que c'est comme si on se penchait ensemble sur la question, plutôt que pour elle d'être juste face à un objectif de caméra. Après la première partie, suite au doute de la petite fille, j'ai endossé le rôle de questionneuse pour faire continuer la parole. Cela en posant des questions le plus neutres, voire bêtes possible, afin de ne pas interférer dans sa pensée. Surtout parce qu'en filmant un enfant, j'avais peur d'une dimension de manipulation. Je voulais vraiment recevoir et enregistrer cette parole et pas la fabriquer.
Je lui ai d'ailleurs montré le premier montage et suite à ses remarques, j'ai corrigé certaines choses. Par exemple, elle trouvait qu'elle disait trop souvent les garçons, que s'il y avait un problème avec les garçons, c'est avant tout un problème de système qui avait du mal à être rendu visible dont elle voulait parler. J'ai donc ajusté. Et en effet, si ce film parle de la question de l'inégalité entre filles et garçons, je pense qu'il parle aussi de la difficulté à faire émerger une problématique ou un problème quand cela n'est pas considéré comme tel par les gens qui nous entourent. Dans ce cas, autant les camarades d'école que les adultes de l'école. Puis ce tournage est devenu un film quand je l'ai envoyé à regarder à une tierce personne. Cette petite fille étant ma fille, je ne savais pas s'il s'agissait d'un entre-soi ou si cela était partageable. C'est en faisant vivre le film dans des festivals au départ qu'il a pris son envol. En principe, je ne filme pas mes proches, mais ayant une activité de vidéaste, j'ai souvent ma caméra chez moi. De cette manière, le tournage est resté assez spontané et je pense que si j'avais décidé d'une date dans un décor plus joli, mieux éclairé, je n'aurais pas saisi la même spontanéité. Peut-être même il n'y aurait pas eu de film. En fait, je crois que c'est comme ça que le film pouvait surgir, en portant de l'intérêt à cette parole sans pour autant modifier le réel pour faire beau. Le contrat filmé-filmeuse tenait à un fil, et si je ne saisissais pas ce moment-là, je pense qu'il ne se serait pas reproduit. Au moment de filmer, je pensais que c'était comme une archive du présent. J'ai filmé en 2013. Ni, c'est le prénom de la protagoniste, était en fin de CM1, et j'ai attendu ensuite un an avant de montrer les images. Le film a été bien accueilli en France puis à l'étranger. Ce qui m'a réjoui, c'est que son format court a permis à diverses personnes de s'en saisir, autant à l'école que dans les lieux comme des facs d'architecture ou d'autres endroits. Dans des écoles primaires, cela a été déclencheur pour réfléchir sur la manière de partager l'espace, voire modifier la façon dont s'organisaient les récréations. Il y a eu comme un aller-retour avec le film, sa dimension sobre lui a permis de se glisser dans des contextes variés. Voilà un peu pour raconter la fabrication de ce bref film. Les 3 derniers courts-métrages que j'ai faits depuis sont plutôt des compositions. Dans la forme, ils s'éloignent pas mal de ce film, mais j'aimerais maintenant retrouver un rapport direct au réel. Excusez mon absence, s'il vous plaît, et je vous souhaite le meilleur des échanges et aussi une bonne année. Au revoir, Éléonore. Voilà pour le topo d'Éléonore. Mais du coup, je propose de passer la parole à Mylène. On avait présenté, pour rappel, ce film sur des questions, du coup, enfin les deux films, du coup, en lien avec des questions de réappropriation. Du coup, espace, effectivement, un peu comme le dit Éléonore dans sa lettre, c'est une question d'appropriation de l'espace de la cour de récréation entre les filles et les garçons. Un espace géographie, mais qui est aussi, du coup, part d'un système, comme elle le dit. Et pour Histoire d'entre-genres, on est sur une question d'appropriation, de réappropriation du corps des femmes au moment de l'accouchement. Mais je n'en dis pas plus et je laisse peut-être Mylène en parler un petit peu. Bonsoir à tous, merci d'être là. Bon, pour moi, c'est aussi une première, ce type de forme pour échanger avec un public. Donc, voilà. J'espère que le film vous a plu, enfin, en tout cas, qui vous a interpellé. Anouk m'avait fait un peu la demande de présenter d'abord un peu l'historique de ce film et comment il est né. Il est né déjà il y a quasi maintenant 12 ans, après la naissance de ma première fille. À la base, moi, je venais plus des arts plastiques et moins du cinéma. Et je me suis dirigée vers le cinéma parce que j'avais des thèmes qui me tenaient à cœur, quoi. Et entre autres, ce film-là a été un peu mon premier film, en tout cas, dans ce forme d'ampleur en termes de réalisation. J'avais fait des petits films autoproduits en animation, plus de fiction. Et il est né suite à ce que j'ai vécu pendant la naissance de ma première fille. J'ai accouché en Espagne, à la maison. J'avais, comme je le dis un peu dans le film, j'étais heureuse, quoi, de cet événement à venir et j'avais aucune crainte, quoi. J'ai grandi justement en Ardèche pour les Ardéchois et entre autres, quoi, et plutôt en milieu rural. Donc la naissance, j'avais vu aussi des animaux mettre bas et tout ça, et donc j'avais pas de crainte vis-à-vis de l'accouchement lui-même.
Et j'ai été du coup très très surprise. Pourtant, j'ai fait une longue préparation à l'accouchement avec des sages-femmes, etc. Mais du coup, j'étais très très surprise par ce qui m'est arrivé. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune des femmes autour de moi qui m'avait vraiment parlé de ce qu'étaient les douleurs des contractions. Et, euh, et du coup, après mon propre accouchement, je me suis dit, mais il faut trouver les formes pour pouvoir préparer les femmes qui n'ont jamais accouché à l'accouchement. Comment transmettre de la sensation, en fait. Parce que en réalité, on m'avait parlé de ces douleurs-là, on m'avait parlé des contractions, etc. Mais finalement, c'était à travers aussi des films, justement, qui montraient l'accouchement depuis l'extérieur. Et je trouvais, en fait, que ça ne racontait rien de ce qu'étaient, en fait, les sensations de l'accouchement. Et ce film, il est d'abord né de ça. Et aussi d'une rencontre à travers un livre d'une penseuse espagnole qui s'appelle Casilda Regañez Bustos, qui a écrit plusieurs livres sur l'accouchement orgasmique. Et je suis un peu tombée des nues quand j'ai lu ces mots, où elle disait très clairement qu'il y avait des accouchements qui se passaient dans le plaisir. Et surtout que elle, donc c'est une historienne et anthropologue, et elle disait que en fait, pour elle, les douleurs étaient d'abord le symptôme d'un mot de société qui était le patriarcat. Et donc voilà, et quand j'ai lu ces mots, je me suis dit, mais c'est fou. Si ces accouchements orgasmiques, si ces accouchements orgasmiques existent, j'en ai jamais entendu parler, pourquoi? Et il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, je voyageais beaucoup, et entre la France, la Belgique et l'Espagne. Et dans mes périples, j'ai commencé à récolter en fait des témoignages de femmes. Donc voilà, le film est un peu né de ces deux choses, d'une part de mon expérience propre de l'accouchement, et puis du questionnement qu'avait fait naître cette lecture, quoi. Mais voilà, après, je suis curieuse aussi de vous entendre, et si vous avez des questions, je pourrais vous raconter un petit peu plus de cette genèse, euh, de la fabrication éventuellement, et des thématiques traitées dans ce film. Merci, Mylène. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, alors je vois qu'il y a une question qui commence à arriver sur le chat, donc n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. Si jamais vous préférez, vous êtes plus à l'aise, c'est plus simple d'ouvrir les micros, comme on n'est pas non plus 100 000. Ce que je vous propose, c'est peut-être de lever la main avec l'outil lever la main là sur Zoom, si vous voyez. Comme ça, vous verrez votre micro, et on pourra passer la parole comme ça. Du coup, il y a une première question sur le chat qui parle effectivement, enfin qui demande, donc c'est Asso2, qui demande pourquoi il y a une image d'un sexe féminin épilé. Est-ce que tu peux expliquer le choix? J'imagine que c'est sur le choix du sexe qui est épilé par rapport à un sexe non épilé. Ouais. Alors cette scène, en fait, elle s'est décidée vraiment au moment du tournage. Donc au départ, la nudité de la déesse, elle devait être beaucoup plus sculpturale, quoi. Et donc on ne devait même pas voir son sexe, en fait. Et c'est la comédienne qui, elle, est stripteaseuse, et c'est une contorsionniste stripteaseuse qui a dit, mais en fait, pourquoi on n'enlève pas c'était une culotte couleur peau, et on devait vraiment être dans quelque chose qui était beaucoup plus plastique, et presque même c'était quelque chose de presque hybride, quoi. Enfin, j'avais envie d'un être finalement qui soit pas forcément ni une femme ni un homme, et où du coup le sexe n'apparaisse presque pas, quoi.
Et au fur et à mesure du temps, dans les discussions, parce que le tournage s'est passé sur une semaine, on s'est dit, mais non, en fait, il faut que le sexe féminin apparaisse. Et il se trouve que cette comédienne, c'est Pile. Et donc, on n'allait pas lui rajouter des poils. Donc voilà, en gros, c'est tout simplement pour ça que son sexe est épilé. Et c'est pas, enfin, finalement, c'est pas un choix. Ouais, c'est pas un choix délibéré, quoi. Enfin, ouais, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, c'est pas. C'est pas, oui, c'est pas pour critiquer le port du poil chez les femmes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ouais. C'est pas une position politique. Merci, Mylène. Alexandre, tu avais une question? Peut-être en attendant les prochaines questions dans le chat, nous, en préparant du coup ce ciné-canap, on a identifié 3 questions pour toi, Mylène. Une première qui concerne plutôt le support que tu as choisi. Donc, pourquoi tu as choisi de passer par l'animation, l'illustration, plutôt que le documentaire, disons? Et qu'est-ce que ça apporte et comment ça permet de traiter ce thème? Qu'est-ce que ça permet de faire passer? Ouais. Ça, c'est une première question. Une seconde, je te les donne les 3 ensemble et puis tu t'en feras ce que tu voudras. Une seconde sur la fonction du témoignage et du rapport au jeu et au nous. Comment on part d'un récit personnel pour en faire quelque chose de presque universel. Donc voilà, ce rapport au jeu et au nous et voilà, comment on parle de ces expériences personnelles et pour que ça et faire en sorte que ce soit général. Et puis une troisième plutôt sur la réception en fait de ton film. Est-ce que voilà, quelles ont été les réactions en fait que tu as pu récolter toi après la diffusion de ce film et notamment sur cette idée d'accoucher dans le plaisir? Est-ce qu'il y a eu des choses un peu significatives ou des choses à relever que voilà, est-ce que ça dérange? Est-ce que ça provoque des voilà, qu'est-ce que la diffusion de ce film provoque et comment il est reçu? D'abord, du coup, sur la forme animée, justement, ça rejoint un petit peu la jeunesse du film, c'est-à-dire cette sensation que les films que j'avais vus, justement, qui filmaient l'accouchement, ne m'avaient rien raconté, en fait, que sur le processus interne et voilà, et ce qu'on ressent en tant que femme quand on accouche. C'est ça qui m'a amenée en fait à essayer d'imaginer d'autres formes. Et il se trouve en plus que moi je venais aussi de là, enfin de plutôt des arts plastiques et de l'animation, et donc j'avais ça dans ma besace, quoi. Et donc, mais au départ ça devait être un film en argile. Et petit à petit c'est devenu un film animé en peinture animée. Ça, c'était la première étape. Et ensuite seulement est venue toutes ces séquences plutôt en image réelle, qui est une technique qu'on appelle la pixelation. Ça, c'est venu dans un deuxième temps. Donc voilà. Et ce que je peux dire au niveau formel, c'est que ça a beaucoup évolué parce que justement, j'ai mis 10 ans en fait à réaliser ce film-là. Aussi pour des raisons de production et je pense aussi pour des raisons pour le coup de ce que portait le film, quoi. Si je sais pas, j'ai pas eu beaucoup de critiques sur la réception, mais en tout cas sur la faisabilité du film, ça a été assez compliqué et j'ai rencontré pas mal de contraintes, enfin de portes, quoi, avant de pouvoir trouver des financements pour faire ce film. Et entre autres, je pense que ce qui a permis que ce film émerge, c'est le mouvement MeToo, quoi. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à pouvoir faire des films féministes, en fait. Je veux dire, avant ça, c'était beaucoup de films qui se faisaient avec peu de moyens
Et voilà, et du coup, moi, je me suis un peu acharnée pendant des années à trouver des fonds. Et j'avais face à moi ou des producteurs qui sont souvent des hommes qui me disaient bon, bah, c'est des sujets de femmes, faut que vous trouviez une productrice. Et une productrice qui me disait ouais, j'ai déjà financé un film sur ces thèmes-là, j'ai peur d'être cataloguée. Enfin, du coup, c'était compliqué, quoi. Et du coup, pour le coup, c'est un peu grâce à la SCAM, la Société des auteurs, qui a reconnu ce projet-là et qui a fait un peu que les portes s'ouvrent. Et c'est arrivé à un moment où aussi il y avait le scandale sur les violences obstétricales, où tout d'un coup, voilà, je veux dire, les financeurs avaient envie que ces thèmes-là soient abordés, je pense. Et du coup, il a été financé à ce moment-là, quoi. Le CNC a donné les sous à ce moment-là. Et sur l'aspect plus formel, vraiment, de la peinture et tout ça, ça a été un long travail de trouver la manière de parler de l'accouchement, mais aussi de manière sensuelle, de manière presque érotique à certains moments, et tout en donnant aussi des petits billes sur quels sont les muscles qui sont en jeu à ce moment-là. Enfin, il y a toute la séquence là où on est à l'intérieur vraiment de l'utérus et du périnée, où j'avais vraiment envie qu'on comprenne en fait comment le bébé passe, quoi. Donc voilà, et donc ça a été plein d'étapes pour, je dirais, développer un cinéma du sensible, un cinéma qui essaye de parler des émotions, des sensations. Et au niveau formel, voilà, pour vous raconter un petit peu, il y a eu tout un processus aussi pour travailler sur la boucle répétitive aussi, pour parler justement de... Enfin, c'est pas quelque chose qui est visible, mais qui vous entraîne. Il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la transe. Dans chacune des séquences, en fait, il y a des images qui sont un peu répétitives et qui sont de plus en plus intenses, quoi. Et du coup, c'est un peu le processus justement d'un accouchement, qui est des contractions qui viennent et qui repartent. Et du coup, j'avais envie en fait que le film en lui-même, dans sa forme, soit construit presque comme le processus lui-même physiologique de l'accouchement, quoi. Voilà. Je ne sais pas si sur la forme, j'ai répondu. Ah oui, oui. Et l'autre chose, c'est sur la présence de la pixilation, où du coup, c'est venu dans un deuxième temps de me dire ces femmes m'ont transmis des paroles qui sont précieuses, enfin, vraiment, où elles se livrent de manière très intime. Et à un moment donné, du coup, ça m'était compliqué de livrer leurs paroles sans moi-même me mettre en jeu et moi-même raconter qu'est-ce qui m'avait amené à faire ce film. Et à la fois, justement, je pense que j'en arrive à la deuxième question, c'est que ces séquences-là, l'enjeu, c'était à la fois de transmettre mon expérience personnelle et à la fois de réouvrir le film à chaque fois, de réouvrir vers aussi des questionnements auxquels je ne réponds pas dans le film, mais qui justement permettent, à mon avis, juste que ce soit aussi un objet justement de discussion sur plein de thématiques. Il a fallu à un moment donné aussi que je fasse le deuil de pouvoir parler de tout. Enfin, voilà, c'est un film de 35 minutes et plus je faisais des recherches sur l'accouchement, plus j'avais envie d'aborder ça, de thèmes. Et les producteurs belges là, qui m'accompagnaient, ils me disaient mais bon, arrête, là, tu fais de l'animation. Donc au départ, ça devait être déjà un film de 15 minutes, c'en est un de 35. Ça a été 18 mois de tournage à plein temps, quoi. Donc c'était un peu déjà un truc monumental et un peu fou. Voilà. Et sur la réception du film, je suis curieuse déjà d'avoir les retours des spectateurs de ce soir. Mais globalement, je pense que, en tout cas, ce qui est chouette, c'est que ça provoque de la discussion et du débat. Ça provoque de la discussion.
justement, c'est chouette d'avoir aussi un peu des questions critiques parce que j'en ai pas beaucoup. Je pense que les personnes qui sont gênées n'osent pas forcément de me le transmettre et c'est vrai que je suis aussi friande de ça. Du coup, parce que sur les retours un peu plus négatifs, je pense que ouais, y a la seule chose à laquelle je pense, c'est une jeune qui m'avait dit ouais, ton film peut-être c'est aussi un peu une injonction au plaisir. Euh, euh, Chose que justement j'ai essayé d'éviter. J'ai voulu parler de la douleur aussi et pas nier que ça existe et qu'il y a des femmes qui vivent ces accouchements là-dedans, quoi, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Et aussi, j'avais pas du tout envie de faire le procès des femmes qui choisissent l'hôpital plutôt que la maison. Enfin, c'était pas la question, quoi. La question, c'est vraiment le processus physiologique et qu'est-ce qui est mis en jeu dans ce processus-là. Pourquoi il y a des femmes qui ont mal et pourquoi il y a des femmes qui vivent ou qui n'ont pas mal ou qui vivent carrément un accouchement orgasmique, quoi. Qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? Voilà. Merci. On a 2 autres questions qui te sont posées. Donc, une première qui te demande dans vos différentes interviews, avez-vous rencontré d'autres personnes qui ont vécu des accouchements orgasmiques ou c'est vraiment très faible? Ouais. Bah, ouais, ça reste assez rare. Mais déjà, il y en a quand même deux en fait, sur tous les accouchements que j'ai récoltés, enfin, sur tous les témoignages que j'ai récoltés, il y en a peu, c'est clair. Il y en a une qui parle, en tout cas, enfin, c'est Ingrid, qui est une femme en Belgique, qui m'évoque ce moment charnel avec son compagnon, où ils s'embrassent pendant l'accouchement. Pas dire que c'est orgasmique, mais il y a quelque chose qui est déjà de l'ordre du plaisir, quoi. Et après, il y a surtout ces femmes espagnoles. Et pour le coup, dans ces femmes, dans ce groupe-là, il y en a deux qui avaient vécu qui elles-mêmes avaient vécu des accouchements orgasmiques dans les sages-femmes. Et une chez qui, enfin, une femme qu'elles avaient accompagnée, dont elle raconte l'expérience là, d'un acte sexuel pendant l'accouchement, quoi. Mais c'est vrai que ça reste rare et je pense que l'hypothèse de Casilda Rodríguez, elle est juste, quoi. C'est-à-dire que le patriarcat, il est quand même bien présent et que nos corps, ils ont été euh, formés par ça, enfin formés ou en tout cas, ils se sont transformés génération après génération enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens profondément, c'est que il y a un empêchement, quoi. Et peut-être, effectivement, comme elle le dit, il y a peut-être aussi carrément une atrophie de nos utérus à force de ça. Voilà. Pardon, je rebondis sur ta réponse, Mylène, parce que on passe peut-être à d'autres types de questions, mais est-ce que quand tu as fait ton film, tu as cherché ou essayé de trouver des études ou des chiffres sur les accouchements orgasmiques ou c'est vraiment quelque chose qui se fait pas, quoi, qui n'existe pas? Alors, j'ai pas essayé de chercher des chiffres, mais par contre, mais c'est arrivé très tard, en fait. J'ai découvert une étude qui avait été faite au Canada, enfin, par un docteur qui s'appelle le docteur Marchand, où ils ont vraiment, en fait, fait toute une étude sur plusieurs centaines de femmes pour comprendre quel était le processus, en tout cas, enfin, quels étaient les éléments qui, euh, qui influençaient la douleur pendant l'accouchement, quoi. Et qui rejoint un petit peu un des obstétriciens importants qui a écrit sur l'accouchement, c'est Michel Audin, quoi, qui est qu'effectivement, il y a quand même un parallélisme à faire entre
L'interventionnisme médical, éventuellement, des choses qui viennent perturber la femme, quoi, et le couple pendant l'accouchement. Et par contre, il y a des chiffres, pour le coup, sur... ça, c'est une sage-femme, pareil, québécoise, qui a beaucoup travaillé sur l'accouchement et sur la présence, la question de l'ocytocine pendant l'accouchement, qui est en fait une hormone de l'attachement aussi. Et là, pour le coup, il y a une étude qui a été faite, qui est assez intéressante, qui est qu'il y a plus de facilité pour le papa de nouer une relation avec l'enfant quand il a été présent pendant l'accouchement. Parce que, en fait, et la mère du coup aussi, je veux dire que du coup, il y a une vraie corrélation entre attachement au bébé et le processus de l'accouchement naturel, quoi. Parce que l'homme comme la femme produit de l'ocytocine, et du coup, ça a un vrai impact après sur la relation mère-père, bébé, quoi. Et aussi il y a une étude aussi sur les baby blues liés aux interventions, quoi. Le lien entre, je n'ai pas les chiffres en tête du tout, hein, mais le lien entre accouchement douloureux et compliqué et du coup quantité de femmes qui font plus de dépression après postpartum, quoi. Donc, et d'ailleurs, il y a un super beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle À la vie, qui sort en salle, qui est sorti en salle là, début d'année 2021, et qui parle justement de cette partie-là, en fait, de postpartum et de dépression postpartum et d'accompagnement, qui est très très beau. Si vous avez l'occasion de le voir. Merci. On a deux autres questions qui se complètent et qui font un peu le lien avec des choses que tu as évoquées. Pensez-vous que votre documentaire peut faire évoluer la pratique d'accompagnement des femmes par les sages-femmes? Et puis un complément de cette question par une autre personne qui demande par rapport à la question au-dessus, as-tu des retours de personnel soignant après le visionnage de ton film? Non, malheureusement, pas encore. En fait, il est aussi beaucoup... pour l'instant, il est passé... avec le Covid, en fait, j'ai pas pu non plus l'accompagner partout. Donc, il a été dans pas mal de festivals à l'international, en Chine, au Canada, dans des lieux assez éloignés et tout ça. Du coup, c'est vrai que j'ai pas eu non plus des milliers de projections où j'ai pu être là. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas encore, j'ai pas de retour de sage-femme. À part, j'ai pu le présenter justement en même temps que l'autre film là, À la vie, et il y avait la sage-femme justement qui était là, qui est la principale protagoniste du film, et qui disait oui que c'était très juste, mais qu'effectivement, de toute façon, là en ce moment, elles sont aussi dans une grande problématique de moyens, quoi. Ça, c'est une des thématiques que j'ai pas vraiment pu aborder dans ce film-là parce que c'était pas le sujet, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches, quoi. C'est à quel point il y avait une tension entre la question économique et le soin, quoi. Et que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il y a toute la lutte pour la mise en place de la sécurité sociale, etc., il y a déjà deux branches, on va dire, dans le milieu de la santé. Un qui tire plus vers la privatisation et l'autre qui tire plus vers un soin qui serait un soin qui ne prenne pas en considération la question de la rentabilité, mais plutôt l'attention aux patients et l'attention aux soins, quoi, et à l'accompagnement et à la liberté aussi de la personne accompagnée, quoi. Et c'est vrai que c'est assez terrible, quoi, de se dire qu'il y a des maternités qui ont développé l'accouchement dans l'eau, comme la maternité de Pithiviers, qui a fermé il y a quelques années pour des manques de moyens et de manque de personnel, et où aussi on met du coup les soignants dans des situations assez dramatiques, quoi. Du coup,
moi, plus que... Enfin, je pense pas que mon film, on lui il règle la question de l'accouchement dans la douleur ou dans le plaisir, mais j'espère qu'il va participer à ce petit édifice qui, à mon avis, va mettre beaucoup de temps pour déconstruire le patriarcat. Enfin, c'est des chantiers, quoi. C'est déconstruire le patriarcat, c'est aussi prendre à bras le corps la question du soin en dehors de... Ouais, enfin, voilà, il y a beaucoup de chantiers hein, pour que nos accouchements soient libres et respectés, quoi. Avant de te lire la prochaine question, on a eu une réaction d'une participante qui dit: J'ai vécu 3 accouchements, j'ai été violentée par le corps médical. J'ai prévenu ma fille pour qu'elle puisse se protéger de ça lors de son accouchement. Elle a réussi partiellement. Merci pour votre film qui me confirme que c'est possible sans violence, mais cela dépend encore beaucoup du corps médical, hélas. Ouais, ouais. Oui, et aussi enfin, ça dépend du corps médical. Et parce que même quand on a envie, on se sent la force, par exemple, d'accoucher à la maison, il y a des déserts médicaux énormes, quoi, effectivement. Donc, moi, par exemple, dans la région dans laquelle j'ai accouché encore récemment, du coup, de ma deuxième fille, il y a 1 an. Et ça a été très difficile de trouver une sage-femme libérale, quoi, parce que de manière indirecte, on les empêche de pratiquer. Il y a quelques années, il y a eu toute une lutte par rapport à ça, parce qu'en fait, les assurances refusaient d'assurer les sages-femmes. Et du coup, finalement, l'État a donné raison aux assurances parce qu'aujourd'hui, une assurance, elle ne peut pas refuser d'assurer une sage-femme, mais par contre, elle met des prix qui sont tellement élevés que les sages-femmes ne peuvent pas se payer ces assurances-là. Donc finalement, c'est la même chose. Et du coup, ça fait aussi que du coup, ces sages-femmes sont fragilisées dans leur métier. Et une sage-femme qui fait une erreur médicale dans un hôpital, elle est épaulée par l'équipe. Une sage-femme qui fait une erreur médicale en dehors d'un hôpital, en fait, elle est incriminée directement par l'Agence régionale de la santé, quoi. C'est une vraie problématique, quoi. Qu'il n'y ait pas plus aussi de soutien des hôpitaux, des maternités, pour que tous ces types d'accouchements existent, parce que je pense qu'il y a des femmes pour qui l'hôpital, c'est le mieux. Il y a des femmes pour lesquelles ça va être la maison de naissance, et il y a des femmes pour lesquelles ça va être à la maison, quoi. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse choisir, qu'on ait vraiment le choix. Et on a une dernière question, peut-être avant de faire ouvrir les micros s'il y a des réactions. Vous vous tournez vers le lien avec notre aspect mammifère lors du documentaire. La question que cela me pose est la suivante. Pourquoi sommes-nous le seul mammifère à sacraliser ce moment? Est-ce que l'instrument médical et sociétal que nous en faisons ne rend pas cet instant plus douloureux que dans la nature? Tu peux répéter la question? Ouais. Pourquoi sommes-nous le seul mammifère à sacraliser ce moment? Est-ce que l'instrument médical et sociétal que nous en faisons ne rend pas cet instant plus douloureux que dans la nature? Bon, déjà, de dire qu'on est le seul animal à sacraliser ce moment, je ne sais pas. Je ne suis pas un chat, je ne suis pas... je ne sais pas, je ne suis pas un rapace, ou je ne sais... Enfin, je sais pas... non, mais déjà, c'est pas un mammifère, le rapace. Mais je suis pas un animal sauvage, quoi. Donc, je ne sais pas du tout... Ça, c'est une vraie question de qu'est-ce qu'on projette aussi sur les animaux. Donc ça, je ne sais pas répondre. Et sur la question de... Est-ce que le corps médical, enfin, est-ce que le milieu joue sur... Je pense qu'au-delà de... Effectivement, c'est ce que comment Ingrid dit, par exemple, dans son expérience, et ce qu'une des spectatrices a dit, c'est que, bien sûr, l'environnement est hyper important
par rapport à la manière dont on vit nos accouchements. Mais je pense très sincèrement, c'est qu'il y a plein d'autres aspects qui nous empêchent en tant que femme. Parce qu'on porte l'histoire de nos mères, de nos grands-mères, on porte aussi, voilà, je sais pas s'il y a une relation avec le compagnon ou la compagne qui est pas simple. On porte, il y a, je pense, beaucoup. Enfin, c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que en fait, et c'est ça que j'ai essayé de déplier, c'est que et c'est ça aussi que dans quoi je voulais pas tomber, c'est dans quelque chose d'essentialisant, c'est-à-dire que oui, on est des animaux, mais on est des animaux culturels, quoi. Et, et on est emprunt par cette culture, et pour le coup, pour la plupart, on est quand même dans des cultures patriarcales, quoi. Donc, ça, cet aspect-là, il est quand même important, enfin, pour moi. Et au-delà de ça, il y a aussi toutes les questions, enfin, au-delà de la question du genre, il y a aussi des questions raciales. Enfin, dans les années 70, par exemple, moi, mon papa est guadeloupéen. Dans les années 70, les femmes qui étaient racisées, systématiquement, on leur faisait des césariennes parce qu'on pensait qu'elles avaient un petit bassin. Mais je veux dire, ça a été prouvé depuis que c'est complètement faux. C'est une projection culturelle sur le corps de la femme. Et ce type de projection, selon les périodes, elles enfin, selon les temps, elles changent, quoi. Donc, voilà. Merci Mylène. Alors, moi, là, j'aurais besoin qu'en Ardèche, après, ils m'expliquent ce qu'ils sont en train de faire parce que je ne comprends pas. Ça bouge dans tous les sens. Il y a un truc, je ne sais pas si vous faites un débat mouvant ou quoi, mais il faudra que vous nous expliquiez si vous nous entendez tout à l'heure en pleine animation, mais ça a l'air de bouger. Donc, Vanessa ou Sarah, vous nous expliquerez si vous voulez. Ah, je crois que Sarah va ouvrir le micro. Et les autres, en attendant, aussi n'hésitez pas si vous voulez, alors ce n'est pas forcément de questions, mais si vous voulez au moins, comme l'a proposé tout à l'heure, ou à demander Mylène d'avoir des réactions sur son film qui sont juste dire ce que vous en avez pensé, hein, pas forcément de questions ou de remarques précises, mais n'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro si vous voulez. Je ne vois pas forcément tout le monde sur mon écran, mais normalement, vous pouvez ouvrir vous-même. Alors, ils sont passés en mode débat dans la salle parce qu'ils avaient envie de parler de sujets abordés. Sarah m'a dit ça en message privé. Donc voilà, c'est très bien. Mais du coup, si après vous voulez nous faire un petit nous transmettre topo, sur ce qui s'est dit une fois que vous aurez fini votre petite animation, à la fin, on est preneur parce que du coup, c'est intéressant aussi de savoir comment ça agit en vrai là sur les sujets en mode débat. Mais vous auriez pu laisser votre vidéo, hein, Sarah. C'était rigolo de vous voir bouger comme ça. Du coup, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir, qui ont des réflexions, qui ont envie de dire ce qu'ils ont pensé? On a une remarque sur le chat d'Emmanuel qui dit que le film est très puissant et qu'elle a beaucoup aimé l'esthétique et la sensualité qui s'en dégage. Merci. Y a-t-il d'autres réactions, des remarques sur le film? Vos avis? Elisa, qui nous dit « Je n'ai pas encore eu d'enfant, mais je trouve ce reportage très intéressant et je pense que ça ouvrira les débats dans mon entourage. » Chouette. Est-ce que tu as d'autres projets, Mylène, en cours ou futurs Ouais, je commence à écrire avec une conteuse, un autre projet.
qui est aussi un peu hybride comme ça entre le documentaire et la fiction, mais qui est du coup qui va traiter qui va être très différent c'est pas du tout la même thématique. Mais ouais, j'en parle pas trop encore parce que c'est tout frais. Mais oui. Ça marche. Oui, c'est vrai que je me suis pas vraiment présentée en fait. Du coup, parce que c'est vrai que c'est pas la chose unique que je fais de réaliser. J'enseigne aussi à l'INA, qui est l'Institut national d'audiovisuel, dans une classe préparatoire. Et puis après, je donne pas mal d'ateliers justement de réalisation, où j'utilise justement le médium documentaire animé pour traiter de thèmes de société. Et du coup, je vais autant dans des prisons que dans des écoles, que dans des centres sociaux, justement, que voilà, dans le milieu associatif de manière générale. Et ça donne des objets qui sont toujours chouettes, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un peu les... Et puis après, je travaille aussi, je fais du travail de commande de séquences d'animation pour du documentaire. Voilà. Ok. Super. Je sais pas s'il y a d'autres... Ouais, il nous reste 5 minutes, donc n'hésitez pas avant qu'on se quitte. C'est dommage, le débat, ils ne veulent pas laisser ouvert le micro, comme ça on entend. Bah oui, Sarah, moi je me demandais si vous nous entendez là en Ardèche, on serait bien preneur de quelques petites. Ah, alors c'est qui? Attendez, je vois pas. Robert. Robert, allez-y Robert. Voilà. De Valgorge, du centre social de Valgorge. Bonsoir. Bonsoir. J'ai bien aimé votre documentaire, mais je trouve que le rôle de... J'étais en train de faire un message, mais je ne suis pas très... Voilà. Que le géniteur, l'accompagnant et le papa n'est pas présent dans le film, quoi. Voilà. Alors que ça a un rôle très important, quoi. Moi, j'ai assisté mon épouse à la naissance de mes 3 enfants, et c'était très fort, quoi. Voilà. Ouais. S'il n'y a pas la place. Enfin, voilà. Bon, je crois pas. Enfin, quand même, à 2 reprises, il y a des femmes qui en parlent, entre autres, justement, de la femme qui parle de son compagnon qu'elle a embrassé pendant son accouchement et d'un acte sexuel pendant l'accouchement, du coup, avec le compagnon. Donc, après, moi, c'est vrai que c'est le propre du documentaire, c'est-à-dire qu'on n'oriente pas la parole des personnes qu'on interviewe, donc elles nous parlent de ce qui, pour elle, a été important. Enfin, et c'est vrai que c'est pas j'avais pas envie que ce soit principalement enfin j'avais pas envie de donner la parole à un papa, par exemple, ça c'est sûr. D'accord. En tout cas, c'est mais parce que j'avais besoin de donner la parole aux femmes, quoi. Enfin, quand j'ai construit ce film-là, en fait, ce type de film où les femmes avaient la parole était rare, quoi. Et pour moi, c'était important que ce soit d'abord elles qui prennent la parole. Donc voilà. Mais par contre, je pense que des hommes devraient faire des films là-dessus. Tout à fait. Et s'emparer de ces questions-là, vraiment, quoi. Je pense que, voilà, il faut que les papas fassent des films. J'en ai fait énormément sur mes enfants. Ah, c'est bien. On a reçu une réaction dans le chat, mais avant, je voulais juste être sûre. J'ai vu une main apparaître. Alors, est-ce que Elisa du centre social de Tournon veut prendre la parole parce que je crois qu'elle a levé la main. Oui. Ah oui, allez-y. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui.
Ce reportage, du coup, je me suis posé quand même beaucoup de questions et j'ai pensé notamment au doula. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et je trouve que ça va un peu dans ce sens-là aussi d'accompagner au mieux, de mieux préparer, mais à la fois, est-ce que ça peut pas être stressant? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous avez pu en rencontrer? Oui, ouais, bien sûr. En fait, le métier de doula, c'est vraiment complémentaire à celui de la sage-femme. Les doulas, de manière générale, en fait, elles ont plus un accompagnement psychologique, émotionnel, et elles ne sont pas formées médicalement pour accompagner les accouchements. Alors après, elles peuvent le faire, mais normalement, même légalement, elles ne peuvent pas le faire. Donc, quand on se fait accompagner d'une doula, souvent les doulas, elles font tout le travail plutôt de préparation à l'accouchement, des fois en partenariat avec une sage-femme. Et elles peuvent être là après l'accouchement, en fait. Parce que si vous avez l'occasion de voir le film À la vie, encore une fois, je trouve qu'il est tellement nécessaire. L'accouchement, c'est une chose, et après, il y a l'accueil du bébé, tout ce qu'on a vécu aussi corporellement de l'accouchement, comment on se remet de ça et tout ça. Et souvent, on n'est pas forcément toujours bien accompagné. Et c'est vrai que le rôle de doula peut être très, très chouette par rapport à ça. Donc voilà, d'avoir quelqu'un qui prend le temps de venir à la maison, de montrer parfois des astuces pour l'allaitement, de nous rassurer. Enfin voilà, je pense que c'est très chouette comme métier. Enfin, c'est des personnes qui sont nécessaires, quoi.